Je suis en train de partager mon écran. Dans une minute, vous allez voir l'écran. Voilà, c'est super. Je pense que c'est partagé. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas ou pour les nouveaux étudiants qui viennent de nous rejoindre, je suis le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. J'assure le module management S1, S2 et introduction à l'économie. Vous pouvez bien sûr revenir à ma chaîne YouTube si vous avez raté un cours pour pouvoir avoir tout le programme. D'accord? Donc, de quoi nous allons parler aujourd'hui dans cette séance? Des agents économiques et des relations qu'ils entretiennent. Donc, bienvenue à la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez vos cahiers, vos stylos. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vos commentaires. D'accord? Alors, chaque fonction économique, elle fait intervenir divers agents économiques et met ces agents économiques en relation. De quoi il s'agit? Comment sont ces relations? C'est ce que nous allons découvrir. Regardez avec moi. Les agents économiques. Qui c'est déjà? Qui sont-ils? Ce sont tous les acteurs qui vont avoir des relations ensemble, qui vont intervenir dans la vie économique. Nous avons déjà parlé des produits, du circuit économique dans l'entreprise, comment un produit se transforme du produit premier, du produit de base, la matière première, comment elle fait pour pouvoir se développer, pour arriver jusqu'au consommateur, jusqu'à la grande surface. Alors, ici, dans cette vie économique, hein, qui intervient? Toi, moi, qui est en entreprise, qui est fournisseur, enfin qui? L'État, peut-être, on va tout voir. Donc, cette expression d'agent économique, il désigne les personnes physiques ou morales qui vont avoir un rôle, qui vont participer à l'activité économique. D'accord? C'est une catégorie homogène, différente, mais en même temps, chacun sa place. D'accord? Dans l'hétérogénéité, il y a une homogénéité, une cohésion, une cohérence. Vous allez comprendre doucement, ne vous inquiétez pas. Qui va regrouper qui? Les personnes qui vont prendre les bonnes décisions, qui réalisent des opérations identiques et ceux qui ont des spécificités. Donc, on va trouver de l'hétérogénéité et de l'homogénéité dans un cercle de cohésion pour que justement cette vie économique continue, pour que les entreprises perdurent, pour que les entreprises continuent à produire et pour que le consommateur continue à avoir les produits dont il a besoin. Allez, je vous emmène. Quels sont ces agents économiques? Alors, il y a 5 grandes catégories. OK? Chaque catégorie d'agents économiques, elle est constituée par des unités qui ont la même et principale fonction économique. Elles sont au nombre de 5. Premièrement, on trouve les entreprises. Nous avons déjà vu le cours d'entreprise, semi-public, public, etc. Revenu au cours de management, c'est un cours complémentaire avec le cours d'introduction. Et vous pouvez partir voir sur ma chaîne YouTube. Je vous relance encore. Il y a tous les cours pour les personnes qui ont raté des cours avant. D'accord? Donc, il y a les entreprises, il y a les ménages, les institutions financières. J'ai déjà parlé de ce point dans le cours management. Il y a l'État, il y a le reste du monde. Alors, on va classer de façon organisée et mieux comprendre. Je suis là. Restez avec moi là, ne commencez pas à voir le reste du tableau. Sinon, vous allez être perdu. Restez avec moi doucement. Première catégorie d'agents économiques, les entreprises. C'est quoi leur fonction? J'ai organisé pour que ça soit facile pour vous. D'accord? Première fonction d'une entreprise, c'est produire. Tant qu'elle produit, tant qu'elle est vivante, tant qu'elle produit, tant qu'elle est pérenne, qu'elle maintient son activité. Le jour où elle ne produit plus, faillite. Donc, elle doit produire et continuer à produire quoi? Des biens ou des services marchands, non financiers. Des produits qui vont être vendus après aux consommateurs. Comment ils vont avoir leurs ressources? C'est le produit des ventes. Lorsqu'elle va vendre aux consommateurs, elle va générer un gain, elle va gagner de l'argent. C'est cet argent-là qui va être sa ressource financière pour pouvoir payer les fournisseurs, payer les clients, payer les salariés qui travaillent en entreprise. Elle a besoin de générer un profit, une richesse, une valeur ajoutée pour pouvoir justement continuer. Donc, c'est le produit de ces ventes. Nous avons aussi les ménages.
C'est qui? C'est toi, moi, nos familles, les gens qui sont en communauté, collectivement. Chaque famille, c'est un ménage. On gère notre consommation quotidienne à raison répétitive et donc on va consommer. Nous sommes des consommateurs de biens et de services qui sont produits par qui? Par les autres agents économiques que vous voyez avec moi ici dans le tableau. Comment on peut payer? Comment on peut se permettre cette consommation? Grâce à nos salaires. Et pour les gens qui ne travaillent pas, ils ont des allocations. Même si vous travaillez, vous pouvez avoir des allocations familiales ou autres. Nous arrivons à la troisième catégorie, qui sont les institutions financières. Alors, leur fonction, collecter l'épargne disponible, parce que les gens viennent dans les banques, par exemple, déposer leur argent. Cet argent-là, ben, on travaille avec, on peut donner à ceux qui ont besoin d'argent des crédits, des prêts. C'est grâce aux personnes qui viennent déposer leur argent qu'on peut avoir un flux d'argent, des sommes d'argent disponibles, une épargne disponible. Il y a même aussi les personnes qui font compte épargne. Donc, ils vont épargner cet argent-là, ils peuvent même le bloquer en banque et ça va permettre à la banque de diffuser à toutes les personnes qui ont un besoin financier, il peut leur donner des emprunts. Donc, elle va les redistribuer sous forme de prêts à des agents qui ont besoin justement d'être financés. Quelle est leur principale ressource? L'épargne. Les gens qui déposent, comme je vous ai dit, leur argent, collecté auprès des particuliers, les ménages. Et bien sûr, n'oubliez pas les intérêts. Suite à chaque prêt, suite à chaque emprunt, elle oblige l'emprunteur à verser des intérêts. Nous arrivons à la quatrième catégorie, les administrations publiques. Produire des services non marchands, ça c'est facile, collectif et procéder à des opérations de redistribution du revenu entre les agents économiques. Bien sûr, elle se base sur toutes les ressources liées à la perception des impôts et bien sûr les cotisations sociales. D'accord. Maintenant, le reste du monde. Enfin, la dimension, elle est assez grande. Pourquoi? Parce que la fonction principale de cette catégorie, c'est échanger avec tous les agents économiques nationaux. Et elle, bien sûr, elle va se baser sur l'importation de biens et services nationaux. Donc voilà, vous avez un tableau qui va récapituler l'ensemble des catégories, d'accord, que vous voyez là, leurs fonctions et leurs principales ressources. Donc, ces agents économiques-là, pour pouvoir encore et de façon plus approfondie vous expliquer, chers étudiants, je voudrais qu'on puisse partir aux 7 secteurs institutionnels ou agents économiques. Alors, regardez avec moi les SQS&F, les sociétés et quasi-sociétés non financières. Qu'est-ce qu'elles regroupent? J'ai essayé de vous mettre des petites explications par rapport à chaque agent. Ça marche? Elles regroupent les unités institutionnelles qui ont pour fonction principale la production de biens ou de services marchands non financiers et qui ont pour ressource principale moins de 50% leurs produits de leur vente. Ça, c'est le premier. Je vais bien sûr vous expliquer les 7. Ne vous inquiétez pas surtout pas. Donc, les SQSNF, on peut prendre comme exemple les sociétés, les quasi-sociétés et les quasi-sociétés publiques. Les quasi-sociétés, elles ont déjà une autonomie de décision. Elles ont une action importante telle que les succursales. D'accord? Et les quasi-sociétés publiques, ils sont juridiquement des administrations, mais qui vendent la majeure de leur production. Quand vous parlez maintenant d'entrepreneurs qui sont individuels, on pense directement aux agriculteurs, les commerçants, les professions libérales, et qui font partie des SQSNF. D'accord? Maintenant, si je pars au IC, les institutions de crédit, c'est un regroupement d'unités institutionnelles, mais qui a un objet ou une fonction principale. C'est ces institutions de crédit qui vont collecter l'argent et qu'ils vont le répartir. Ils vont répartir ces disponibilités financières. Ils vont collecter et répartir. Quand vous parlez de banque, la banque, elle va prendre de l'argent de ces ménages qui vont venir déposer leur argent. Elle va le redistribuer. Donc, elle va prendre et redistribuer. D'accord? Le rôle, je reviens ici. Alors, pour ressources principales, c'est les dépôts. À chaque fois que toi, tu pars à une banque, tu déposes ton argent, l'autre aussi, à des montants différents. Ça crée quand même un flux économique assez important dans l'institution de crédit. Lorsque quelqu'un a besoin d'argent, il vient pour un prêt, ben, il y a de l'argent, c'est très bien. Et tant qu'il y a cette action économique, tant que les gens déposent, tant que la banque elle a de l'argent pour pouvoir emprunter.
Voilà, donc bien sûr, elle va percevoir des intérêts. Ça, on l'a déjà expliqué. Donc, le rôle, c'est de mettre en rapport les agents. Toi, toi qui as déposé, avec celui qui va emprunter, elle va percevoir un intérêt et tout le monde est gagnant dans l'affaire. Donc, elle va bien sûr sauver les besoins en financement qui sont à la recherche de fonds et elle va créer la relation avec ceux qui ont la capacité de financer, qui sont à la recherche d'un placement. Bien sûr, il y a aussi, c'est assez large, je ne veux pas tomber dans le détail tout de suite, mais on peut penser à même les microcrédits, en fait, par rapport aussi au MNIA qui vient d'être dernièrement mise en place. Je continue. On distingue celles qui créent de la monnaie, donc les fiduciaires, et les institutions de crédit non monétaire. On peut penser aussi à la banque centrale, à la scripturale, à la banque de dépôt. C'est pour ça que je vous ai dit c'est large. Donc les institutions de crédit non monétaire ne créant pas la monnaie, comme les banques de développement, les banques offshore, les caisses d'épargne, et bien sûr, nous avons les entreprises d'assurance qu'il ne faut pas oublier. Leur fonction, c'est le paiement des indemnités quand on a un problème, quand il y a un souci, donc en cas de réalisation de risques. D'accord? Et bien sûr, tous ces agents-là entretiennent des relations. Il y a des opérations économiques. Donc déjà, on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi il s'agit? Alors, je vous emmène doucement. Pour comprendre les opérations économiques, hein, il est utile de se pencher sur la nature des relations, la nature des interactions. Quand on parle de flux et on pense au circuit économique que nous avons déjà étudié, ben c'est cela en fait. J'y vais doucement. L'activité d'un agent économique, c'est quoi? C'est quand il est capable de produire un produit. Il est capable aussi de consommer. Par exemple, toi, tu travailles dans une entreprise, tu as un rôle en entreprise, tu as un poste, tu es capable de produire un produit qui va être vendu sur le marché. Tu vas gagner un salaire. Ce salaire-là, grâce à ce salaire, tu vas partir consommer. Si il te reste un peu d'argent, tu pourrais faire appel à l'institution de crédit ou l'institution financière pour pouvoir épargner ton argent. Sinon, tu peux échanger ou investir ou réinvestir. En tout cas, il y aura plusieurs flux économiques. Et qu'est-ce qu'un flux économique? Tout simplement, l'activité économique, elle va donner naissance à des échanges. Parce que tout s'échange. L'entreprise, elle donne un revenu à un salarié en contrepartie de son temps, sa compétence, sa créativité. Toi, tu donnes de l'argent pour pouvoir avoir quoi? Un produit, ainsi de suite. Nous sommes dans des rapports win-win, nous sommes dans des rapports de... C'est ça ce qu'on appelle en fait les flux, c'est l'aller-retour de ces relations. Ce sont ces échanges en fait qui se traduisent dans les deux sens. C'est pour cette raison qu'on parle de flux économiques. Et tant qu'on a des flux, des gens qui payent, qui prennent, et encore ceux qui payent, qui prennent, lorsqu'on a beaucoup, énormément de relations, d'interactions, on a beaucoup de flux économiques, alors l'économie est en bonne santé. Donc, qu'est-ce qu'un flux? Je sais, vous vous demandez qu'est-ce qu'un flux, mais j'ai essayé de répondre brièvement. C'est un mouvement de biens, de monnaie ou de toute grandeur économique entre deux pôles économiques autour d'une certaine période. Tu reçois pendant 30 jours, pour la période de 30 jours, un salaire, tu vas le dépenser tant que tu produis, tu consommes aussi. Et l'entreprise va aussi générer un gain, une valeur ajoutée. Elle va gagner de l'argent. Elle pourrait encore partir acheter des matières premières et ainsi de suite. Donc, des questions vont s'imposer devant nous. Comment peut-on représenter les échanges entre agents? Quels sont les flux qui relient les agents? Et comment représente-t-on l'ensemble des flux économiques d'une nation? Ces questions-là peuvent nous aider vers de réelles analyses micro et macroéconomiques qui vont être importantes pour tout économiste, ainsi que pour tout salarié, pour qu'il reste en veille concurrentielle, pour qu'il sache ce qui se passe dans son marché, pour qu'il connaisse la force et la faiblesse. Vous vous rappelez de l'analyse SWOT? Pour qu'il puisse connaître est-ce que c'est le bon moment ou pas pour lancer un produit. On doit, nous tous, en tant qu'économistes, connaître l'environnement dans lequel nous sommes. Pensez au chapitre 2, module management. Cet environnement-là est-il propice, opportun, adéquat? Est-ce qu'il nous permet de nous lancer dans une nouvelle production? Est-ce que c'est le moment de recruter? Est-ce que c'est le moment d'aller vers la concurrence?
Cette analyse micro et macro nous maintiendra en veille économique, nous permettra de savoir quel pas, quelle stratégie mener. Je vais m'arrêter là. Je vais vous voir très très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de faire